Et oui, vous êtes bien sur la page des indispensables racontés par Brunor, et c'est l'épisode numéro 13. Et non, ce n'est pas le paysage que je vois de ma fenêtre que vous avez sous les yeux à cette époque, mais disons que nous allons, une fois n'est pas coutume, démarrer par la petite vidéo qui nous raconte souvent la découverte d'une invention, l'histoire des inventions des sciences expérimentales qui nous aident à mieux comprendre comment est fait le monde et à nous débarrasser d'un certain nombre de fausses croyances. Et puis, ça ouvre à de nouvelles questions. Enfin bref, l'enquête avance. D'ailleurs, c'est intéressant, là, puisqu'on voit un paysage de neige, de se poser la question, tiens, vous avez remarqué déjà les cristaux de neige, il paraît, je n'ai pas pu vérifier bien sûr, il paraît qu'ils sont tous différents, ils ont tous le même nombre de branches, je crois que c'est 8 si je ne me trompe pas, mais enfin peu importe, ils ont tous le même nombre de branches, mais elles sont disposées, tout est disposé de façon différente. Bon, eh bien, on pourrait se poser la question, est-ce que ces cristaux de neige sont comme ça par hasard, ou bien est-ce que ils obéissent à un certain nombre de contraintes, à un certain nombre de déterminismes, à ce qu'on appelle justement, à tort ou à raison, les lois de la nature? Eh bien, voilà, c'est une question que nous allons garder en tête, de même qu'aujourd'hui, nous allons pas mal parler d'information dans les deux sens du mot. Mais d'abord, je vous passe cette petite vidéo que j'ai positionnée parce qu'elle a des problèmes. Étant donné qu'elle est sur fond blanc, elle a du mal à passer et elle n'a pas bien passé la dernière fois, hier. Donc, je vais essayer de vous la montrer cette fois-ci. Allons-y. Sais-tu sûr que nous constatons tous, c'est une loi de la nature que Carnot fut le premier à comprendre. C'est une forme de régression, je l'appelle le second principe de la thermodynamique. Et voici la définition. Toute composition physique, chimique, biologique qui ne reçoit plus d'informations tend à retourner à son état le plus probable, la poussière, la dispersion. Ah, on va voir si j'ai bien compris. Prenons l'exemple d'une composition comme un bonhomme de neige. Bon, il faut d'abord qu'il existe. Première phase, je dois donc le construire, autrement dit, le composer ou lui transmettre une information. Oh, chère Adelaide, je note que cette construction elle-même se déroule par étapes. Il faut des étapes successives. Une telle œuvre n'est pas à la portée du premier venu. Très ressemblant. À présent, selon le principe d'entropie, si je n'y touche plus, ce bonhomme va se dégrader. Et oui, il va tendre à retourner vers son état le plus probable qui est la dispersion, la désagrégation. Il va s'user, comme on dit. Donc si je veux, je peux le maintenir composé, je dois continuer de l'informer, autrement dit, je dois assurer un entretien. Exactement. Il faut réparer les fissures, remettre de la neige au bon endroit. Et tu dis que cette loi de l'entropie est valable pour tout ce qui existe. Il y a tout, absolument tout, plantes, animaux, hommes. Mais comment se fait-il alors que tout cela ne soit pas resté dans son état le plus probable? Comment se fait-il qu'il y ait des choses qui existent? Alors pour le bonhomme de neige, nous avons la réponse. C'est toi qui as fait sortir de la dispersion tous ces cristaux de neige. Oui, bien sûr. Mais les êtres vivants, qu'est-ce qui les a fait sortir de leur état le plus probable vers lequel ils tendent maintenant à retourner? Alors là, Adélaïde, c'est la grande question. En attendant, j'aimerais bien que tu me rendes mon chapeau et mon écharpe qui sont sur le bonhomme de neige, sinon c'est moi qui fais me décomposer. Oh, l'amour aussi doit être entretenu, mon bonhomme de neige à barbe blanche. Hi, hi, hi. Voilà, première étape. Euh,
Vous voyez, cette histoire de bonhomme de neige, de composition, c'est une composition euh, hautement improbable. On voit rarement des bonhommes de neige se fabriquer tout seuls dans la nature. Euh, bon, mais si on y met un peu de talent, un peu d'intelligence, eh bien, on peut arriver voilà, à faire une composition comme celle-ci, c'est-à-dire qu'on a pris de la neige, comme qu'on prend Adelaide, l'épouse de Clausius, le découvreur avec Carnot du second principe de la thermodynamique, hein, la loi de l'entropie. Son épouse, là, dans l'exemple là, comprend que euh, construire le bonhomme, c'est informer la matière de ce bonhomme. La matière de ce bonhomme de neige, c'est la neige. Si on fait un bonhomme en pâte à sel, eh bien la matière du bonhomme, c'est la pâte à sel, dirait Aristote. Donc, on va informer la matière, et c'est pas la matière qui s'informe toute seule. Encore que dans certains cas, la matière s'informe, se positionne toute seule, comme par exemple ce que j'évoquais tout à l'heure, les cristaux de neige. Et les cristaux de neige, s'ils prennent cette forme-là, tous, c'est qu'ils répondent à un certain nombre de contraintes, à un certain nombre de déterminismes, ce qu'on appelle loi de la nature, et qui conduisent à ça. De même, on peut trouver des concrétions à tel endroit, on peut trouver des stalactites, des stalagmites, on peut trouver toutes sortes de choses, des cristaux dans le rocher, du plomb, de l'argent. Vous voyez, toutes ces choses répondent à des instructions finalement. Il n'y a pas que les vivants qui répondent à des instructions. Les atomes qui composent les vivants, on l'a vu, à cause du message ADN, eh bien, reçoivent, grâce au message ADN, reçoivent des instructions pour se positionner. Et de la même façon, euh, eh bien, des choses dans la nature se positionnent en recevant des instructions, des lois de la nature. Voilà. Alors on pourrait dire, ces lois sont peut-être l'être absolu. Bon, il va falloir étudier, continuer d'avancer, voir ce qui est possible, ce qui est compatible avec le réel, ce qui est une poésie, une belle idée, une élucubration. Il faudra continuer. En tout cas, vous voyez, on a un petit peu révisé là à l'instant ce principe d'entropie, ce principe de la thermodynamique qui nous apprend que toute composition tend, à cause de ce principe, de cette loi de la nature, à retourner à son état le plus probable, car l'état le plus probable de la matière, c'est la dispersion, la désagrégation, c'est-à-dire, on pourrait dire, pour résumer, le sable du Sahara. Vous voyez. Alors, lui aussi répond à des lois de la nature à cause du vent pour prendre ces magnifiques formes, hein, vous voyez, mais en tout cas, il n'y a pas de composition là. Par contre, quand vous voyez un nénuphar, quand vous voyez un lapin ou un être humain, eh bien, ça répond, il y a de l'information, il y a des instructions qui sont données aux atomes, et même ça va très loin parce qu'on va s'apercevoir que les atomes ou les cellules qui me composent, ou qui composent chaque être vivant, eh bien, le vivant est susceptible, est capable et doit les remplacer sans cesse. Autrement dit, il y a un balai incessant d'atomes, de molécules qui entrent, qui sortent par rapport à tout être, tout organisme vivant, dont il intègre une partie pour un temps donné. Et les scientifiques nous disent qu'en 15 ans, voilà, j'ai remplacé toute ma matière. Autrement dit, tous mes atomes, toutes mes cellules, toutes mes molécules ont été remplacées plusieurs fois ou une fois en 15 ans, et je n'ai plus rien de la matière qui me composait. Ça, c'est une très très grande, bien sûr, découverte du XXe siècle, parce que ça remet totalement en cause ce qui nous semblait assez immuable. J'ai un corps, je suis tombé dedans, comme disait Platon, ou comme on l'a acquis. Bref. Donc on va avancer. On va avancer justement sur ces questions d'information et d'ordre et de désordre, parce qu'il faut savoir que le second principe de la thermodynamique, que généralement nous ne connaissons pas, nous n'apprenons pas à l'école, en France en tout cas, eh bien on l'apprend dans les écoles d'ingénieurs ou en prépa ingénieur. Et généralement, si vous parlez de ce principe avec un ingénieur, il est très étonné que vous, simple dessinateur, journaliste, connaissiez ça. Bon, et puis il vous dit, ah oui, mais les équations de la thermodynamique, en fait, ça nous montre l'accroissement du désordre. L'accroissement du désordre, ok, très
très intéressant. Enfin, en tout cas, il me semble que déjà, oui, voyons ce que vous voulez dire avec ça, mais qu'est-ce que c'est que l'ordre? Qu'est-ce que c'est que le désordre? Vous voyez, c'est un terme des physiciens, c'est ce qu'ils apprennent dans leurs études, mais si on creuse un peu, on va s'apercevoir que on n'est pas allé jusqu'au bout de la réflexion quand on a parlé d'ordre et de désordre. Parce que en réalité, on va s'apercevoir que ce qu'on appelle désordre, ça n'existe pas réellement. Ça n'existe pas réellement. Et donc là, on va passer un deuxième petit épisode qui va nous aider à envisager cela. Pour comprendre la question de l'ordre et du désordre, eh bien, voici une petite expérience à faire chez soi. Prenez des lettres d'alphabet, monsieur, et écrivez une petite phrase de votre choix. Par exemple, l'entropie est le contraire de l'évolution. Très bien, bravo. Vous venez de composer un message en communiquant une information à ces lettres. Vous avez informé ces lettres, ça fait un message. On note déjà que pour composer un message intelligent, c'est-à-dire un message qui contient de l'information, il faut de l'intelligence. Ça ne se fait pas tout seul, entre guillemets. Ok, oui, c'est vrai. Il faut savoir lire et écrire d'abord, et puis il faut avoir une idée. Et maintenant, hop, j'accélère l'entropie. Tout par terre. Ah, y a-t-il une chance, monsieur, de retrouver votre message par terre? Bien sûr que non, ça m'est déjà arrivé avec un puzzle de 2000 pièces, tout est à refaire. Tout est dans le désordre. Voilà. On dit souvent que l'entropie, c'est le désordre. Mais si vous réfléchissez, vous verrez qu'en réalité, vos lettres sont dans un certain ordre. Ah, bah moi, j'appelle ça dans le désordre, hein, c'est tout à refaire. Je sais, tout le monde appelle ça dans du désordre. Mais vous allez comprendre. Si vous notez exactement la position de chaque lettre, en les relançant des milliers de fois, vous aurez autant de difficultés pour retrouver cet ordre précis que vous venez de noter que pour retrouver votre phrase du début. Ah, mais alors, si l'entropie n'a pas provoqué du désordre, elle a fait quoi? Elle a provoqué quoi? L'entropie a provoqué de la perte d'information. Ce que vous appeliez ordre s'appelle en réalité un certain ordre informé. C'est le cas de votre phrase, car elle contenait un sens, vous lui aviez communiqué de l'information. De l'information? Bien sûr. Et vous pouvez recréer cette information, allez-y, elle ne va pas se recréer toute seule. Ah oui, bien sûr, voilà. La phrase c'était l'entropie est le contraire de l'évolution. Voilà, j'ai remis. Vous pouvez donc vérifier par vous-même, ce qu'on appelle habituellement désordre est en réalité un certain ordre privé d'information. En éparpillant les lettres, on supprime l'information qui était contenue. Ça recommence. L'information est perdue, on dit alors que l'entropie du système a augmenté, c'est le terme technique. En fait, les lettres ne sont pas dans le désordre comme on le dit trop vite, les lettres sont dans un certain ordre privé d'information. Oh, d'accord, je comprends. C'est l'information qui permet aux hommes de composer des structures improbables comme des messages écrits, des objets, des machines. Sans information, la matière resterait dans son état le plus probable, la dispersion. Autrement dit, un certain ordre privé d'information, comme dans notre histoire du bonhomme de neige. Les êtres vivants, eux aussi, reçoivent de l'information. C'est elle qui les compose en organisme. La grande question est, d'où vient l'information qui compose les êtres vivants? On ne connaît pas la réponse. Alors la question est... Voilà, on va s'arrêter pour le moment. Bon, je pense que là, effectivement, ça nous aide à y voir un peu plus clair. Hein. Voilà, ce qu'on appelle habituellement le désordre, c'est en réalité un certain ordre privé d'information. Et c'est là qu'on commence à mesurer le poids, le prix de l'information dans notre univers.
Vous voyez, c'est Aristote, il y a déjà plus de 2000 ans, 350 ans avant Jésus-Christ, qui avait élaboré ce qu'il appelle une théorie de l'information, où il comprend. Il comprend avec les faibles moyens du bord de son époque que voilà, tout est informé, tout semble être informé pour beaucoup de choses, peut-être dans l'univers entier. Alors, l'information dont on est privé, c'est ça qui augmente l'entropie. Alors c'est vrai que la planète Terre est un système ouvert, comme on dit. Dans l'entropie, on apprend trois sortes de systèmes, les systèmes fermés, les systèmes ouverts et les systèmes isolés. Alors on dit que la planète Terre est dans un système ouvert qui ne devrait donc pas subir, mais n'empêche qu'elle subit l'entropie. Et d'ailleurs, l'univers lui-même subit l'entropie puisque les soleils s'usent. Hein. L'usure, c'est vraiment la caractéristique de l'entropie. Ils usent leur, euh, leur carburant qui est l'hydrogène, et en sorte que Clausius avait déjà compris dans les années 1850 qu'il y avait une dimension métaphysique, comme il disait lui, de la découverte qu'il avait faite avec Carnot. Et ces 15 jours, peut-être, certainement, ce serait confirmé par les sciences des années suivantes, mais sans doute, l'univers lui-même était fait pour être provisoire et que cet univers lui-même euh, connaîtrait ce qu'il appelle une mort thermique. C'est-à-dire, effectivement, si tous les soleils s'éteignent au fur et à mesure, eh bien, à un moment donné, il y en a plus du tout, et ça va être la mort thermique, manque de chaleur et de tout, enfin de l'univers, bon, qui est estimé actuellement à 40 milliards d'années à peu près, mais ça va se préciser. Alors, quand ce principe de la thermodynamique a été découvert par Carnot d'abord et Clausius, Carnot qui était le propre oncle, je crois, du président français qui d'ailleurs sera assassiné, président Carnot, Sadi Carnot, eh bien, quand Carnot et Clausius, Carnot était déjà mort, il est mort très jeune, mais quand Clausius a énoncé ce second principe de la thermodynamique, qui nous enseigne que voilà, il y a une usure, il y a une perte, il y a une perte d'information, une perte voilà, de tout ça, eh bien, ça a mis très fortement en colère certaines personnes pour des raisons philosophiques. Alors, celui qui est vraiment exemplaire, c'est un zoologiste, donc à l'époque on appelait comme ça les biologistes, hein, un zoologiste allemand, Ernest Haeckel. Et Ernest Haeckel, je raconte ça assez largement dans la BD qui s'appelle La lumière fatiguée, du nom de la théorie là, de Einstein dont on parlait hier. Eh bien, Ernest Haeckel ne supportait pas l'idée de cette usure et de cette mort de tout. Et lui-même, donc, n'était pas seulement un scientifique, il s'intéressait beaucoup à la philosophie. Il était d'ailleurs disciple de Spinoza, lui aussi, et il avait fondé un groupe monisme, monisme de la substance, hein, c'est un terme de Spinoza, qui dit natura sive deus, sive substantia. Autrement dit, la nature ou Dieu ou la substance, tout ça c'est pareil, c'est le même, c'est la même chose, c'est unique. Il n'y a pas, comme chez les Hébreux, des êtres, Dieu incréé et les êtres créés. Il n'y a qu'une seule substance qui est divine et qui remplit l'univers. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'univers, chez Spinoza, doit être absolument fixe, absolument immuable, ni connaître d'expansion, ni de fin, ni de début. Vous voyez, il est éternel dans le passé, dans le futur. Et voilà que cet nouveau principe de la thermodynamique, cette nouvelle loi de la nature découverte par Clausius, en tout cas énoncée par Clausius, remettait complètement en cause ce principe du monisme de la substance, ce principe de fixité de l'univers, et Haeckel l'avait très bien compris. Et Haeckel était hystérique devant cette question. Il était tellement hystérique, curieux pour un scientifique à ce point-là, qu'il a
il a écrit une phrase tout à fait étonnante. Il a dit, je pense qu'il faut sacrifier ce second principe. Il faut le sacrifier. C'est comme si vous disiez, ah, je n'aime pas beaucoup que les pommes tombent des arbres, ça c'est la gravitation universelle. Eh bien, je pense qu'il faut sacrifier cette loi de la nature parce qu'elle n'est pas comme je voudrais. Voilà. Et c'est là, c'est vraiment ce qu'il a fait. Et ça, une stupéfaction. Alors Nietzsche non plus n'aimait pas beaucoup cette loi un peu plus tard, puisque lui mourra en 1900. Nietzsche n'aimait pas beaucoup ça non plus. Il était content de dire que l'univers se nourrit de ses propres excréments. Ben, vous voyez, bon, ben, alors on peut apprécier Nietzsche par ailleurs, hein, beaucoup. On peut apprécier Haeckel par ailleurs. On peut apprécier ces gens-là, mais reconnaître que là, bon, ils ont dit quelque chose un peu étrange. Un scientifique qui veut sacrifier une loi de la nature, c'est un peu étrange. Alors, continuons. Donc, puisqu'on est en train de parler des lois de la nature, avant de revenir à la question d'information sous les deux formes, je voudrais en profiter pour lire quelques découvertes de nos amis scientifiques. Vous voyez, on a vu hier qu'avec le Big Bang, nous ne pouvons pas aller jusqu'à l'instant zéro parce qu'il y a ce qu'on appelle le mur de Planck et au-delà duquel aucune recherche ne peut aller, en tout cas jusqu'à présent. Mais ce que nos scientifiques ont vu, c'est que dès le premier instant que nous connaissons, la première seconde 10 puissance moins 43, c'est-à-dire 42 zéros après la virgule, eh bien, nous voyons quatre grandes forces, quatre grandes lois de la nature qui vont réguler, qui vont gérer, si vous voulez, notre univers, l'univers que nous connaissons, le seul que nous puissions étudier. Et vous voyez, ils nous donnent une métaphore, les scientifiques, qui nous disent, vous voyez, ces quatre grandes forces, qui sont la force, justement, gravitation universelle, la force électromagnétique, et les forces à l'intérieur du noyau de l'atome, force forte, force faible, ces quatre grandes forces, c'est un peu comme si on était avec une chaîne hi-fi avec des réglages. Voilà, il y a quatre boutons de réglage. Et les scientifiques nous disent, bah écoutez, je ne sais pas si c'est de la chance, mais en tout cas, on a bien de la chance que notre univers soit réglé, les quatre boutons des forces tels qu'ils sont, parce que s'il y avait la moindre modification du réglage dès le départ, eh bien, voilà ce qu'on aurait obtenu. Par exemple, si la force nucléaire faible était plus puissante qu'elle ne l'est actuellement, qu'elle ne l'est depuis le début de l'univers, eh bien, il y aurait moins d'hélium dans l'univers, ce qui empêcherait la formation de certains éléments lourds nécessaires à la vie. Donc, il n'y aurait pas de vie telle que nous la connaissons. Au contraire, si cette force nucléaire faible était moins puissante, cette fois-ci, l'univers serait rempli d'hélium. Tout l'hydrogène indispensable à la vie serait épuisé, transformé en hélium, et voilà, on n'irait pas beaucoup plus loin. Maintenant, prenons la force de gravitation. Si la force de gravitation était plus puissante, alors les étoiles seraient plus massives que notre Soleil et s'épuiseraient trop vite pour que la vie ait le temps de se développer. Vous voyez, un petit réglage qui change dans la gravitation, voilà ce que ça donne. Mais si la gravitation était un peu moins élevée, à force, alors seules les étoiles peu massives se formeraient, il n'y aurait pas d'explosion de supernovae, et donc l'univers serait pratiquement stoppé à l'étape de l'hélium. Ouais, ça fait encore un stoppage à l'étape de... Prenons maintenant le taux d'expansion de l'univers. C'est une autre force, une cinquième. S'il était moins élevé, alors l'univers se serait effondré bien avant la formation des étoiles, parce qu'il faut un certain temps avant que les étoiles soient formées. Si, au contraire, ce taux d'expansion de l'univers était plus élevé, alors, cette fois, c'est la formation des galaxies qui aurait été impossible. Bon, ce sont des infos qui datent de quelques années, il y a sûrement des améliorations depuis, mais je vous donne un, c'est pour avoir un... Alors, même résultat, si le niveau d'entropie de l'univers était moins élevé. On aurait la formation des galaxies qui deviendrait impossible. Alors, Tom, le personnage, continue son enquête et il dit, mais alors ça veut dire que cette fichue entropie qui use tout et qu'on n'aime pas tellement, puisque c'est elle qui est responsable de
l'usure, du vieillissement des êtres humains que nous aimons, de ma grand-mère, etc. Vous voyez, c'est à cause de l'entropie qu'il y a tout ça. C'est pas pour d'autres raisons, aucune. Ça a toujours été comme ça dans l'univers. Bon. Eh bien, cette fichue entropie qui use tout, alors finalement, elle aussi, elle joue un rôle important comme les autres lois de la nature. Et oui, répond la scientifique, nous découvrons que même certains aspects qui nous déplaisent et qu'on qualifie souvent de mauvais, eh bien, en fait, jouent un rôle essentiel. Ah, quand même pas les volcans, les tremblements de terre, les tsunamis. Eh bien, si, on va s'apercevoir que même les volcans sont nécessaires. S'il n'y avait pas eu les volcans, euh, et s'il n'y avait pas ces mouvements de la croûte terrestre, eh bien, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Ce serait une boule de glace à moins 18 degrés sur laquelle il ne se passerait pas grand-chose, comme ça a failli être à un moment donné. Ça a été même, hein, je crois. On a pas mal de schémas autour de la Terre. Donc, vous voyez, c'est important de voir ça parce que nous comprenons que avec nos amis scientifiques qui nous disent on a des réglages incroyables qui sont là. On n'est pas en train, attention, de dire voilà, c'est la preuve qu'un dieu fait des réglages avec sa longue barbe, etc. Non, c'est simplement ça a l'air intelligent, ça a l'air même génial, la construction de l'univers, et on n'est même pas encore à l'apparition de la vie, on va voir ça tout à l'heure. Eh bien, c'est génial, alors on se demande d'où ça vient, si quand même un truc génial ne demande pas de l'intelligence. Ne l'appelons pas Dieu si nous sommes allergiques à Dieu, parce que nous sommes athées, agnostiques ou je ne sais quoi, mais reconnaissons que, voilà, avec les lois de la nature en tout cas, avec les contraintes qu'elles apportent et les déterminismes, eh bien, euh, voilà, nécessitent a priori de l'intelligence quelque part. Bon, on va continuer. On va regarder donc un autre petit épisode. J'espère qu'il va enchaîner facilement. Qu'est-ce qui compose exactement un être vivant? Comment ça marche? Qu'est-ce qui fait la différence entre un système aussi génial que le vivant et un simple caillou? Eh bien, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Alors, on a déjà vu le début, on va le revoir en entier. Qui est un des pionniers de cette recherche, 350 ans avant Jésus-Christ, à l'école de Platon, à l'Académie. Il remet en question ce qu'il a appris de son maître et il fait des expériences avec des plantes, des petits animaux. Et voilà ce que nous dit Aristote. Vous prenez un serpent bien vivant, vous le mesurez, vous le pesez et surtout, vous notez tous les résultats. Puis vous le tuez. Bon, j'aime pas beaucoup ça, mais il faut passer par là. Vous récupérez tout ce qui peut en sortir dans une coupelle. Alors, vous le remesurez. Vous remarquerez, c'est plus facile, il ne bouge plus. Vous notez ça aussi. Vous le repesez, d'accord, vous me suivez. Surtout, vous notez tout, je l'ai déjà dit. Et maintenant, à votre avis, entre le serpent vivant et le serpent mort dans les 5 minutes qui suivent, y a-t-il une différence de poids? Voilà, c'est la question. Alors, chacun peut donner son opinion, mais on aura la réponse tout simplement avec une balance et en vérifiant, c'est une réponse objective. Réponse, il n'y a aucune différence. Et on observe le même phénomène pour tous les vivants, tous les êtres vivants, entre le mort et celui qui était le même vivant 5 minutes avant, il n'y a aucune différence de poids. Il n'y a pas 21 grammes de différence comme le prétendent certains. Cette idée vient d'un film et d'un livre qui s'appelle 21 grammes qui laisse croire que pour un être humain, 21 grammes ont disparu avec la mort qui serait le poids de l'âme. C'est une imposture, c'est faux. Ça a été refait, refait et refait, c'est absolument faux. Il n'y a pas 21 grammes de différence. Alors on va essayer d'analyser ça avec Aristote. Alors il nous dit dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe? Toute la matière est encore là. Que le serpent soit vivant ou mort, ce sont les mêmes atomes que nous pesons. Donc poids et même dimension identiques. Mais ces atomes, qui étaient organisés en organismes, qui étaient composés dans le serpent vivant, avec le temps, ces atomes, toutes ces cellules vont se décomposer. Pourquoi? Eh bien parce que certainement il y a un principe organisateur qui est parti lors de la mort. Et c'est pour ça que ce qui était composé va se décomposer. Moi, Aristote, j'en conclus que tout être vivant
est constitué d'une part d'atomes qui sont organisés, informés par, deuxièmement, un principe organisateur. Et ce principe organisateur, je l'appelle psyché en grec. Bon, ils vont le traduire en latin anima et en français âme. Donc il y a un principe organisateur qui organise des atomes qui sont les mêmes pour tout le monde. Donc on ne peut plus, comme Platon, opposer l'âme et le corps. Parce qu'en réalité, le corps, ce n'est pas autre chose. C'est l'âme qui organise les atomes pour constituer l'organisme. D'accord ? Mon corps, c'est mon âme qui organise les atomes que je mange pour constituer mon organisme. Alors, il serait plus juste, si on veut opposer des choses, d'opposer l'âme et les atomes. L'âme, le principe organisateur, et de l'autre côté, les atomes qui sont organisés. Et quand l'âme n'est plus là, avec la mort, il n'y a plus de corps. Il ne reste qu'une apparence de corps. L'âme, la psyché, c'est ce qui organise les atomes pour faire le corps. Mon corps, c'est mon âme qui organise des atomes. Donc même si la matière était éternelle et en quantité infinie, comme le croyaient les atomistes, on voit bien que ce n'est pas la matière elle-même qui peut rendre compte de l'existence d'êtres vivants comme la fleur, le lapin, l'homme. La matière, les atomes, ils sont passifs. La matière, elle est organisée en organismes par le message génétique que nous venons de découvrir en 1953 et qui donne raison à Aristote. Il y a un principe organisateur dont les idées sont écrites dans le message de l'ADN. Figure-toi que les Hébreux disaient exactement la même chose qu'Aristote, sans avoir effectué d'expérience, mais grâce au génie de leur langue. Ouais, en hébreu, il n'existe pas de mot pour dire le corps seul. Nous avons en hébreu le mot bassar, qui signifie le corps animé, le corps vivant, c'est-à-dire la personne tout entière. Alors quand la personne est morte, l'âme n'est plus là, la psyché d'Aristote n'est plus là, ce n'est donc plus un corps animé, nous ne pouvons donc plus parler de corps. On emploie un autre mot, qui est le mot cadavre. Le corps, c'est toujours le corps vivant, en hébreu. Le corps bassar, c'est la personne tout entière, corps et âme, comme nous dirions en français. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'un chien, un chat a une âme ? On peut dire que tous les vivants, plantes, animaux, êtres humains, sont des âmes vivantes. Les plantes et les animaux ont une âme ? Attention, ils n'ont pas une âme, ils sont chacun une âme qui anime de la matière. La dignité de l'homme, c'est qu'en plus, Dieu met en lui un esprit, ruach en hébreu, pour dialoguer avec Dieu qui est esprit, et avec cet esprit, il y a plein de choses. Dieu qui est esprit nous donne un esprit. Mon cher Tom, revenons à Aristote qui a donc élaboré sa théorie de l'information. Elle est confirmée par la découverte de l'ADN. Oui, le mot information peut avoir deux sens. Informer, c'est communiquer un message, une instruction, premier sens. Informer, c'est aussi donner une forme à une sculpture, par exemple, deuxième sens. C'est ce que fait effectivement le message génétique. Aristote a compris que chaque organisme vivant, plante, animal, homme, est informé par une âme, une psyché qui organise la matière pour la sculpter. Et depuis la découverte de l'ADN, nous savons que le message informe la matière dans le deuxième sens du mot également, donc donner une forme, sculpter, en communiquant des instructions. Au XIXe siècle, Claude Bernard avait eu l'intuition suivante, un vivant, c'est une idée directrice. Il n'y a pas l'âme et le corps, il y a l'âme et la matière qui constituent l'organisme ensemble. Dans l'univers, tout s'effectue par communication d'informations. Donc, informer, c'est communiquer un message qui est un plan de construction. C'est ce que les sciences de la nature et de l'univers nous enseignent depuis 60 ans. Et c'est aussi ce que disaient les prophètes hébreux dans la Bible depuis 3000 ans. Tout est créé par une parole, un message. Dans la nature et l'univers entier, tout est composition, structure, information. Un atome, c'est une composition. Une molécule, c'est une composition d'atomes. Un être vivant, c'est une composition. Une nouvelle espèce vivante,
un nouveau groupe zoologique. C'est un nouveau chapitre génétique qui est inventé, communiqué et ajouté aux anciens chapitres qui existaient. Génial. Voilà. Voilà. Donc on perçoit un peu mieux la question de l'information, à quel point elle joue un rôle considérable avec ces deux sens. Euh, on peut revenir un peu sur la manière de comprendre l'âme. Hein. Vous voyez qu'Aristote, là, est totalement en opposition avec son maître Platon, pour qui l'âme était en fait quelque chose qui aurait pu être vrai, mais qui s'est avéré être une fiction dans notre tiroir des réponses. Là, on a vu que pour que l'âme de Platon fonctionne, eh bien, il fallait justifier, confirmer ce qu'on appelle l'individuation par la matière. Selon Platon, pour que son système fonctionne, l'âme tombait à la suite d'une chute, d'une punition dans le paradis du dieu de Platon, faisait une grande chute et tombait prisonnière dans la matière du corps, en sorte qu'il y avait un dualisme, une opposition radicale, une détestation complète entre l'âme spirituelle, divine, et le corps. Bon, et si les gens étaient différents, c'était la matière, la prison, qui jouait ce rôle d'individuer, de différencier les êtres humains et même les animaux qui eux aussi sont des âmes tombées, etc. Bon, on a vu que c'est faux puisque nous sommes tous faits de matière rigoureusement identique. Et puis deuxièmement, on voit aussi que c'est faux parce que la matière qui passe, qui va servir pendant quelque temps à faire fonctionner mon organisme, telle molécule, hein, tel atome, eh bien, il ne reste pas. Il ne reste pas en moi. Il paraît, d'après nos spécialistes, que même que toutes nos cellules sont remplacées, absolument toutes. On le voit pour le serpent, voilà, on voit la mue du serpent, on voit la peau qui reste, mais chez l'être humain, heureusement, ça ne se voit pas, mais tout est remplacé, et paraît-il, y compris les neurones. Autrement dit, il y a une nouvelle question qui se pose: comment se fait-il que je reste moi-même, avec mes souvenirs, mes préférences, mes goûts, mes couleurs, etc. Comment se fait-il que je reste moi-même, avec voilà, tout mon acquis, toute ma psychologie, alors que toute ma matière, tout ce qui me compose, y compris les neurones de mon cerveau qui me servent à réfléchir, eh bien tout ça s'en va, et est remplacé et reconstruit, si possible à l'identique. Et d'ailleurs, le fait que nous vieillissons est bien la preuve que ce n'est pas tout à fait reconstruit à l'identique. Il y a une perte d'information, c'est pour ça que les cheveux blanchissent. Enfin, bref, que tout le processus de vieillissement des êtres humains ou des animaux ou des plantes est toujours voilà, en dépendance avec ces contraintes de cette loi de la nature qu'on appelle second principe de la thermodynamique. Voilà, alors on est un peu tenu, hein, si on veut étudier le réel, et si on veut, à travers ce réel, essayer de comprendre ce qui est derrière, ce qui est caché. Y a-t-il une intelligence cachée? Y en a-t-il plusieurs? N'y en a-t-il pas du tout? Eh bien, nous ne pouvons pas le savoir avec des preuves, ce que j'ai toujours dit dans ces enquêtes. Mais eh bien, plus nous avançons dans la connaissance, la lecture, avec nos lunettes des sciences expérimentales, plus nous avançons dans la bonne direction, au moins pour essayer de voir à quoi pourrait ressembler cette intelligence cachée, ou ces intelligences cachées. Est-ce qu'elles sont dans les atomes, comme disaient les atomistes? Est-ce que c'est ailleurs, un personnage? Est-ce que c'est un grand tout divin, comme disait Spinoza, le monde lui-même qui est divin? Vous voyez, tout ça, il va falloir continuer d'avancer. Et puis, certains émettent des nouvelles hypothèses, pourquoi pas. Il va falloir analyser tout ça pour voir ce qui est actuellement, ce qui serait le plus compatible avec le réel. Et à ce moment-là, bah, chacun fera les choix qu'il voudra en fonction de sa propre liberté, intelligence. Voilà. Donc, je vous dis à demain, et ben, portez-vous bien et prenez soin de vous. Voilà. Merci. Au revoir.